Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de votre présence pour cette conférence de presse. D'abord, merci à tous les partenaires. Vous allez être abreuvés, j'allais dire, de documents remarquables, élaborés par les uns et les autres. Et je vais tout de suite laisser la parole pour la présentation initiale. Très bien, merci beaucoup. Nous vous présentons donc l'analyse des communes, l'analyse financière commune-communauté du bloc local, budgets principaux. Nous avons choisi d'appeler cette année une année inédite. Pourquoi? Parce que rien dans cette année ne ressemble à ce qui est habituellement une première année de mandat. Et tout de suite, on peut le voir, par exemple, avec en premier point, la stagnation des dépenses de fonctionnement. C'est exceptionnel. Elle s'élève à un montant de 96 milliards. Et on voit que par rapport aux autres années, jamais on n'avait eu une augmentation de zéro. Voilà. Alors cette augmentation, elle cache c'est consolidé, donc il y a des choses qui augmentent et des choses qui baissent. Et quand on regarde les postes qui ont augmenté, on trouve évidemment les dépenses d'intervention. C'est tout toutes les dépenses que les communes ont fait pour aider leurs habitants, les entreprises locales, etc. Donc dépenses d'intervention, subventions, versement de subventions aux centres communaux d'action sociale et intercommunaux qui sont en hausse et de façon assez importante. Enfin, les collectivités n'ont pas pu diminuer leurs frais de personnel. Elles les ont maintenus parce qu'elles n'ont pas bénéficié des mesures de chômage technique qui étaient prévues pour les entreprises. Donc, maintien des frais de personnel, augmentation de toutes les dépenses, tout ça est compensé, par contre, par la baisse des charges et achats externes. C'est-à-dire les consommations de fluides, les achats de nourriture, les frais de transport, etc. Donc, on voit au final une stagnation, mais qui s'explique par des évolutions très contradictoires. Enfin, un mot pour les frais financiers. La tendance est de long terme, vous le voyez. La baisse des frais financiers, pour le moment, continue sa pente. Alors, sur les recettes de fonctionnement, une année inédite, encore une fois. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'on voit une baisse nette des recettes réelles de fonctionnement, moins 0,9%. On peut comparer aux premières autres années de mandat. Et même en 2014, première année de baisse des dotations, on avait quand même une augmentation de 0,7% des recettes de fonctionnement. Là, 2020, moins 0,9%. Alors, à quoi est due cette baisse? La principale cause de la baisse, c'est d'abord une perte de 3,1 milliards répartie entre les redevances et recettes tarifaires pour l'essentiel, 2,3 milliards. Et pour le reste, ce sont toutes les taxes en lien avec l'activité économique, une perte nette de 870 millions d'euros. Donc au total, moins 3,1 milliards de pertes nettes pour les recettes de fonctionnement. Ce n'est pas seulement les pertes nettes qui expliquent cette stagnation du produit fiscal, c'est aussi le reste de la fiscalité locale qui a une évolution proche de la stagnation, enfin très, très peu élevée, plus 0,6% en 2020. Là aussi, ça ne s'était jamais vu, puisque quand on prend les autres années et que l'on compare, il y a quand même des hausses beaucoup plus importantes en termes de produit fiscal pour les collectivités du bloc communal qu'en 2020. Alors, pourquoi cette faible augmentation? Alors, je vous l'ai dit, il y a les taxes en lien avec l'activité économique qui augmentent peu, mais c'est aussi un dommage collatéral de la suppression de la taxe d'habitation. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que la suppression de la taxe d'habitation s'accompagne aussi d'autres contraintes en 2020. Première contrainte, la limitation de la revalorisation des bases à 0,9% au lieu de 1,2%. Alors vous allez me dire 0,9% c'est déjà ça, sauf que 0,9% c'est un taux spécial base taxe d'habitation. Toutes les autres bases augmentent de 1,2%, sauf les bases taxe d'habitation, afin de limiter ensuite la compensation de l'État. Deuxième élément, c'est le gel des abattements. Les abattements de TH en 2020 sont gelés à leur niveau de 2019, donc les conseils municipaux n'ont pas pu jouer sur les abattements à la hausse ou à la baisse. Et en plus de ça, la compensation est calculée sur le niveau 2017. Troisième élément, et non le moindre, c'est le gel des taux de TH 2020 à leur valeur
2019. Et pour la compensation, on ne prend pas les taux 2019, on prend les taux 2017. Alors vous allez me dire, en première année de mandat, tout ça n'est pas si grave, puisque on n'augmente pas forcément les taux de taxes directes locales. Sauf que quand on regarde l'évolution des taux de TH en première année de mandat, on avait en 2008 plus 0,7% d'augmentation du taux de TH, et en 2014, plus 0,3%, et 0, bien sûr, en 2020. Alors, tout ça conduit entre les recettes et les dépenses, à un effet de ciseaux caractéristique tout à fait inédite. Pourquoi inédite? Parce que si on prend par exemple le mandat 2008-2014, donc première année de mandat 2008, l'effet de ciseaux, c'est quoi? C'est l'augmentation des dépenses de fonctionnement, c'est l'augmentation des recettes de fonctionnement, et c'est une augmentation des dépenses qui est supérieure à celle des recettes. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude de voir en première année de mandat, une section de fonctionnement dynamique. En 2020, alors, on est sur un effet de ciseaux qu'on peut dire inversé. Les dépenses de fonctionnement stagnent et les recettes de fonctionnement, au lieu d'augmenter, elles baissent. Donc, on assiste en 2020 à une contraction inédite de cette section de fonctionnement. La section de fonctionnement réduit la voilure. Et alors, on a voulu regarder sur les autres premières années de mandat pour voir s'il n'y avait pas eu ce même phénomène. On est même remonté jusqu'à 2001 pour bien vérifier. Et en réalité, en première année de mandat, la section de fonctionnement a une dynamique qu'on ne retrouve pas du tout en 2020. Il y a une vraie contraction de la section de fonctionnement. Donc tout ça conduit bien évidemment à une baisse de l'épargne brute, 5,5% en 2020. Alors le troisième point inédit, encore une fois, c'est la baisse des recettes d'investissement. Donc c'est une baisse, vous le voyez, assez classique en première année de mandat, mais cette année 2020, elle est vraiment importante. C'est essentiellement donc c'est les recettes d'investissement sont composées vous avez l'épargne nette, les dotations, les subventions, le FCTVA, et puis d'autres recettes. Et l'emprunt, bien sûr, c'est la section d'investissement. Toutes ces dotations, tous ces points diminuent. Le plus important, c'est bien sûr la diminution d'épargne nette. Ça relève de ce qui a été calculé en fonctionnement. Mais aussi les dotations, les subventions, les autres recettes, tout diminue. La seule qui ne diminue pas, c'est le FCTVA. Et là, il y a une raison, c'est parce qu'il est calculé sur les 2 années précédentes. L'investissement, son assiette est décalée de 2 ans. Donc ce décalage fait que le FCTVA, ça permet un peu de sauver la section les recettes d'investissement grâce à ce décalage dans ce cas-là. L'ensemble est quand même assez important, ce qui signifie que baisse de recettes, difficulté aussi à investir. Enfin, un mot sur la dette. L'emprunt, lui, augmente. Alors, pour différentes raisons. D'une part, parce qu'il reste quand même des queues de programmes à financer. Et aussi parce qu'avec la baisse des taux, il y a en ce moment beaucoup de refinancement de dettes. Et donc, dans l'emprunt, on intègre le coût du refinancement. Donc, ça augmente un petit peu les emprunts. Sur la dette, il faut dire encore que le stock de dette, de ce fait-là, augmente d'à peu près 1 milliard et quelques. Et le ratio de désendettement, qui est un ratio très important pour les collectivités, il se dégrade. Il passe de 5 ans à 5,4 ans. En 5 ans, on rembourse l'ensemble de la dette. C'est ce que ça signifie. Le problème, c'est que s'il est globalement... tu peux aller encore un peu pour le... Voilà, non, c'est bien. S'il est globalement négatif pour tout le monde, avec une dégradation, ça veut dire que pour certaines collectivités, ça peut être très difficile. Voilà. Alors évidemment, ça conduit à une baisse, là encore une fois, inédite, pardonnez-moi de me répéter, mais c'est vraiment inédit, cette baisse des investissements en première année de mandat. Moins 14,5% en 2020, c'est plus là encore qu'en 2014, première année de baisse des dotations. On est remonté là encore jusqu'en 2001 pour bien vérifier, mais on n'a pas trouvé une baisse aussi forte. Alors la baisse est due bien évidemment à la baisse des dépenses d'équipement, qui constitue le noyau dur des investissements, moins 17% pour les communes, moins 14% pour les intercommunalités, une baisse des subventions d'équipement là aussi, alors que d'habitude en première année de mandat, on a une petite hausse des subventions d'équipement parce qu'on finance là aussi les queues de programme du mandat précédent. Mais là, en 2020, une baisse nette de 4,8%. Alors, quelles sont finalement les perspectives
qu'on peut envisager pour ce mandat. D'abord, il y a un certain nombre d'incertitudes qui pèsent sur la maîtrise des recettes de fonctionnement. Désormais, 33% des recettes réelles de fonctionnement des collectivités locales sont directement pilotées par l'État en raison de la suppression de la TH et des impôts économiques. Alors vous l'avez tous bien compris, hein, ce qui a pesé sur cette année 2020, c'est toute la partie crise sanitaire et avec des dépenses contraintes qui ont été très difficiles pour les collectivités, c'est sûr. Ces dépenses, est-ce qu'elles vont s'arrêter en 2021 ou en 2022 ? C'est effectivement, en tout cas, certainement non, puisqu'il faut continuer la mise en place des vaccins, les centres de vaccination, il faut continuer les protocoles sanitaires. Toutes ces dépenses, pour le moment, sont encore, et c'est des dépenses de fonctionnement essentiellement, donc sont encore très très présentes. De nouvelles normes sont en place, bien sûr, et puis les choses qu'on peut remarquer, c'est que maintenant, les collectivités ne pourront pas fermer des services. Elles vont reprendre, essayer de continuer, elles rouvrent les services publics, et donc les économies qui avaient été faites en 2020, on ne va probablement pas les retrouver en 2021. Donc ça, c'est des points de vigilance auxquels il faut faire vraiment attention. S'ajoutent aussi les mesures proposées sur l'augmentation des frais de personnel, donc des perspectives difficiles. Alors évidemment, sur l'investissement, beaucoup d'incertitudes là aussi. Alors on est tous d'accord évidemment pour dire que 2021, il va y avoir une forte hausse des investissements. En deuxième année de mandat, c'est entre 2 et 3%. Mais il faudra analyser cette hausse avec beaucoup de prudence. Première raison, il y a un effet rattrapage des investissements non réalisés en 2020 et qui vont être réalisés en 2021 et qui vont donc gonfler l'investissement en 2021. Deuxième point de vigilance, il faut analyser le taux d'évolution. Ce taux d'évolution 2021, on l'envisage autour de 8% selon les analyses. Mais est-ce que ces 8% comblent la baisse de 14,5%? À quel moment dans le mandat on va combler la baisse des investissements de cette première année de mandat? C'est ça qui est intéressant à analyser. Et c'est là qu'on pourra dire qu'il y a une reprise. C'est si finalement la croissance globale de l'investissement arrive à combler cette baisse et qu'on se retrouve sur un cycle des investissements qu'on a l'habitude de voir sur tout un mandat. Dernier élément, et non des moindres, c'est est-ce que les marges de manœuvre restantes pour les collectivités leur permettront ou pas d'augmenter les financements pour financer l'augmentation des investissements sur le mandat. Est-ce qu'on peut se poser la question à ce stade, est-ce que les investissements de ce mandat seront-ils ou non encore en retrait par rapport au mandat précédent? Je vous remercie. Merci. Simplement, d'abord, merci de cette présentation particulièrement claire qui vient conforter, j'allais dire, les analyses que nous avions faites déjà depuis un certain temps. Je pense en particulier au rapport de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale qui vient de sortir d'ailleurs à la documentation française. Je l'indique au passage parce que chacun d'entre nous sait que c'est un ouvrage de référence. Nous avons l'effet de ciseaux qui a été évoqué. Et on nous disait il y a quelques mois, ah, vous exagérez, vous pensez que la crise a beaucoup frappé. Malheureusement, non, n'exagérez pas. Et une fois de plus, les chiffres sont têtus et viennent donner raison aux analyses que nous avions pu faire les uns et les autres dans le cadre de nos responsabilités, que ce soit nos partenaires de la Banque des Territoires, de la Banque Postale, que ce soit bien évidemment les partenaires extérieurs de toute nature qui analysent nos finances. Qu'est-ce que nous voyons? Ça a été dit, mais ce sont les phénomènes essentiels. C'est qu'à partir du moment où nous avons un effet de ciseau, une baisse de nos moyens de fonctionnement, c'est l'investissement qui est à l'évidence la marge d'ajustement. Et dès l'instant où le fonctionnement est en difficulté, l'autofinancement est en baisse, et à partir de là, nous n'avons plus d'autre solution que de ralentir l'investissement. C'est un phénomène parfaitement, j'allais dire, mathématique, naturel, classique, auquel nous nous trouvons confrontés. Cela vient du fait que le coût global de la crise, tel qu'il a été évalué sur la base des chiffres de la DGFiP et de l'ensemble des services de l'État, pour que les choses soient claires, et tel qu'il est indiqué dans le rapport de l'Observatoire, le coût global de la crise pour 2020, ça a été 5,1 milliards. Pas seulement pour les communes, pour l'ensemble des collectivités territoriales. 5,1 milliards.
Et les chiffres très précis des compensations de l'État pour 2020, c'est 440 millions. Donc, ce sont ces chiffres qu'il faut mettre en relation. 5,1 milliards de coûts de la crise, 440 millions de compensations en 2020. D'autres dispositifs sont en cours de mise en œuvre. Différents filets de sécurité, bon, on leur donne des noms. Bon. Sauf que quand on regarde l'ampleur qui est la leur, le fameux filet de sécurité, c'est en gros 190 millions, alors qu'on nous avait annoncé 700. Bien. Et quant au filet de sécurité sur les régies, je crains qu'il soit fantomatique, pour reprendre une expression qu'il m'arrive d'utiliser. Donc, la réalité, c'est que l'État a beaucoup fait pour les entreprises, beaucoup fait pour la protection sociale, beaucoup fait sur tout un ensemble de domaines, et que les seuls qui n'ont pas bénéficié de la sollicitude de l'État à un niveau, j'allais dire, qui aurait dû être normal, c'est-à-dire de 5 milliards, ce sont les collectivités territoriales. Il faut se rappeler les 400 milliards qui ont été mis en œuvre globalement. Et ce qui était demandé par l'Association des maires de France depuis le début, c'était la nationalisation des dépenses. C'est-à-dire que l'État prenne en compte et en charge les dépenses qui étaient celles des collectivités locales, dépenses, mais aussi perte de recettes, bien évidemment. Or, 5 milliards sur 400 milliards qui ont été engagés, c'était un effort qui était évidemment à la marge, parfaitement supportable, et qui aurait été un élément décisif de notre capacité à participer à la relance. Aujourd'hui, avec une perte d'investissement de 6,5 milliards, si on compte à la fois les communes, intercommunalités, mais aussi les budgets annexes, car on oublie trop souvent que les budgets annexes sont aussi, bien entendu, porteurs de masse financière tout à fait considérables. Ce sont 6,5 milliards d'investissements en moins sur 2020. Et la question que vous posiez à la fin, c'est est-ce que sur 2021, cela va être compensé? On sait d'ores et déjà que non. Et 2022 aura un certain nombre de répercussions que nous n'avons pas eues, parce qu'on a dit, c'est vrai que sur le plan fiscal, vous n'avez pas été très touché en 2021. Effectivement, parce que souvent les modes de calcul remontaient 2 années en arrière ou 1 année en arrière, donc sur des années qui avaient été normales. Mais nous allons prendre de plein fouet tout un ensemble de reculs sur la CVAE, sur la CFE, etc., en 2022. Et donc le risque est que sur 2022, il y ait à nouveau des reculs de recettes, et en particulier au niveau des recettes fiscales. Donc une situation, moi j'entends parfois dire, oh là là, ils dorment tous sur un matelas d'or. C'est une sinistre plaisanterie, c'est pas parce qu'on a de la trésorerie que nous sommes en capacité de l'utiliser. C'est beaucoup plus subtil que ça et beaucoup plus complexe. Mais parfois, les analyses sont un peu rapides, pour ne pas dire aléatoires. Non, la réalité, c'est que pour la première fois depuis 6 ans, nous sommes dans une situation de besoin de financement, ce qu'on appellerait un déficit, hein, si on était dans le privé. Première fois depuis 6 ans. Deuxièmement, qu'il y a une augmentation de la dette. Les raisons ont été expliquées, mais il y a une augmentation de la dette. Troisièmement, que nos ressources se sont, j'allais dire, estompées pour un certain nombre d'entre elles et qu'on n'a pas forcément la perspective qu'elles reviennent à un étiage normal avant 2 ou 3 ans, voire plus. Donc oui, il y a une situation, et j'ajouterai à cela que la crise frappe de manière très différenciée les communes et les intercommunalités. De manière très, très différenciée. Pourquoi? Parce que les principales pertes, cela a été dit, ce sont les pertes dues aux recettes tarifaires. Plus de 2 milliards. Sauf que là-dessus, on n'a eu aucun retour, d'aucune nature. Et que c'est ciblé sur les communes qui ont des équipements. Il est évident que la commune rurale qui a juste la salle des fêtes, bon, bah, c'est un équipement, mais je veux dire, les recettes tarifaires de la salle des fêtes de la petite commune à côté de ma ville, ça représente rien. L'épaisseur du trait, comme diraient les budgétaires. Bien. Mais par contre, la petite ville-centre, le petit bourg-centre, hein, ce n'est pas forcément les grandes villes, mais c'est vrai que c'est de plus en plus important au fur et à mesure que vous avez des niveaux d'équipement considérables. Plus vous avez des niveaux d'équipement, plus vous êtes touché par la crise. Et comme ce sont ceux qui ont les niveaux d'équipement les plus importants, qui sont aussi les premiers investisseurs,
alors on peut s'interroger sur leur capacité à investir, parce que ce sont eux aussi qui ont été les plus frappés. Voilà, j'arrêterai là mon propos en vous demandant de m'excuser, parce que je vais rejoindre le président du Sénat pour la séquence Territoires Unis. Merci à vous. Oui, merci André. Bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas répéter ce que vient de dire très bien André Léniel, et je partage totalement évidemment les analyses qu'il vient de faire. Moi, je voudrais simplement insister sur peut-être un élément prospectif. Parce que là, nous avons une situation, vous savez, certains pourraient dire c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Parce qu'on a entendu des analyses assez optimistes disant bon, pour finir, c'est moins pire que ce qu'on pensait. C'est vrai. Au début, nous avions en effet simulé, fait un certain nombre de simulations, je me souviens, c'était au printemps 2020, qui montraient peut-être davantage de difficultés que ce qui existe. Même si, encore une fois, on voit que la situation s'est donc considérablement dégradée. Le problème du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein, c'est de savoir s'il va se remplir ou s'il va se vider. Donc, c'est l'évolution des choses. Nous sommes convaincus qu'il va plutôt se vider. Alors pourquoi? Et notamment s'agissant des communes. D'abord parce que la question de la taxe d'habitation n'est pas réglée. Elle n'est pas totalement réglée. Elle n'est pas totalement réglée puisque à peu près 6 000 communes sur les 35 000 n'ont pas reçu la compensation intégrale qui était promise. Première chose. Et ils ne la recevront pas, même s'il y a eu quelques tout petits ajustements dans le PLF 2022 pour certaines d'entre elles. La deuxième chose, c'est que les conditions de cette suppression de la taxe d'habitation, avec une mise en avant très forte de la taxe sur le foncier bâti et une perspective très éloignée de révision des bases des valeurs locatives, vont entraîner incontestablement, dès lors que les échéances présidentielles, enfin pas celles de l'AMF, hein, mais les autres, les échéances présidentielles seront passées, entraînera forcément une réflexion sur l'avenir de cette taxe sur le foncier bâti. Pourquoi? Parce que les propriétaires, et on les comprend, vont dire bah, attendez, la taxe sur le foncier bâti, elle a tendance quand même un peu à augmenter. Et vous aviez dit, Monsieur le Président, celui-ci ou votre prédécesseur avait dit ben, c'est injuste, la taxe d'habitation est injuste. Eh bien, si la taxe d'habitation est injuste, comme les bases sont les mêmes, la taxe foncière, elle est forcément injuste aussi. Et donc, par conséquent, nous aurons une pression très forte à une évolution, voire à une suppression, voire peut-être à une fusion dans un IFI national rénové de la taxe sur le foncier bâti. Moi, en tout cas, c'est une crainte que nous avons. C'est même presque plus qu'une crainte, puisque déjà ces questions-là sont comme ça évoquées dans quelques discussions confidentielles. Et donc, par conséquent, nous voyons bien que là où l'autonomie, enfin, les recettes dépendant de l'État sont passées de 19% à 33%, ça va bientôt passer, peut-être pas à 100 parce qu'on a encore les tarifs, mais à 80 ou 75%. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et à ce moment-là, évidemment, nous ne dépendons plus que de la bonne volonté de l'État et du Parlement, parce que c'est quand même le Parlement hein, qui vote le budget de l'État et qui vote les réformes concernant à la fois les impôts et concernant aussi les dotations. La troisième raison pour laquelle ça va se vider, c'est la situation des départements et à un moindre niveau des régions, mais surtout les départements. Les départements, vous le savez, vont se trouver, ils en parleront certainement début décembre, puisqu'ils ont le congrès des départements, se trouvent pour certains d'entre eux dans une situation difficile, liée précisément aux conséquences de la crise. Conséquences sur les dépenses et conséquences aussi sur les recettes avec CVAE, etc. Et donc par conséquent, les départements vont être amenés peut-être pour certains d'entre eux à diminuer leur niveau de participation au financement des investissements communaux et intercommunaux. Et vous savez combien c'est important hein, dans les départements, l'intervention du département aux côtés des communes et des intercommunalités. C'est d'ailleurs une forme de péréquation locale qui se passe sur le territoire du département. Hein. Et donc on peut se dire que là aussi, on aura des tensions et probablement un risque de diminution des recettes des communes provenant des départements. Et puis, en contrepartie, sur les dépenses, il n'y a pas vraiment de raison que les dépenses baissent beaucoup.
Alors, on a eu des baisses, là, essentiellement sur les frais financiers. Bon, ça, admettons, on va dire que ça va continuer. Hein, Madame Rossamigno, ah, vous n'avez pas l'air d'accord. Il faudra faire le nécessaire. Hein. Voilà. Mais ça ne dépend pas que de vous. Hein. Ah non. Oui, ah non. Bon, c'est le marché. Là, marché. Bon, donc enfin, ça, on va laisser tomber. Mais sur les dépenses, nous avons la question de la fonction publique territoriale. C'est une question très difficile parce que nous savons, nous, qui employons beaucoup d'agents de catégorie C, avec des salaires et des revenus qui sont faibles, qui sont trop faibles, en tout cas, nous, pour certains d'entre nous, nous considérons qu'ils sont trop faibles, eh bien, la revalorisation de ces catégories C va forcément entraîner des dépenses supplémentaires. Là, déjà, pour 2022, c'est de l'ordre de 400 millions d'euros, ce qui est d'ores et déjà prévu. Alors, nous ne disons pas que c'est injustifié par rapport aux agents. Mais nous disons que les collectivités, notamment les communes, qui sont les premières concernées, auront beaucoup de difficultés à intégrer cette dépense supplémentaire dans les budgets. Et d'ailleurs, la discussion que je peux avoir, moi, comme porte-parole de la coordination des employeurs territoriaux, avec la ministre de la fonction publique, c'est de lui dire, mais Madame la ministre, on ne peut pas discuter de ça uniquement avec vous. C'est un problème d'approche globale avec l'ensemble du gouvernement. On ne peut pas faire autrement. Puisque nous contrôlons de moins en moins nos recettes. Vous ne pouvez même pas nous dire, vous n'avez qu'à augmenter vos impôts pour payer ça. Il y en a encore, un tout petit peu, mais il y en a moins qu'avant. Voilà, donc on a ça. On a le prix de l'énergie. On ne sait pas comment tout ça va évoluer. Alors on nous dit aujourd'hui ça augmente, mais demain ça va baisser, il n'y a pas de souci. On n'en est pas certain. Et donc par conséquent, là aussi, vous voyez que le verre, peu à peu, donc se vide. Donc la conclusion de tout ça, c'est que si on veut garder un niveau de service public équivalent à ce qu'il est aujourd'hui dans nos communes, dans nos villes, etc. Et il y a un niveau de service public moyen, bien sûr, c'est très différent d'un territoire à l'autre, qui est élevé en France. Oui, bien sûr, mais c'est pas fait, c'est fait pour la population. C'est fait aussi pour permettre l'accueil de la petite enfance, pour permettre plein de choses. Bon, donc si on veut garder ce niveau de service public, si on veut garder la capacité d'investissement, à la fois pour de nouveaux équipements, mais aussi pour rénover les équipements qui existent et qui ont été construits pour beaucoup dans les années 80 et qui deviennent, pour lesquels il y a des travaux à faire, notamment la rénovation énergétique. Si on veut continuer à faire tout ça, si on veut aussi accueillir les nouvelles familles dans des logements, etc., si tant est qu'on puisse construire les logements, mais si on veut accueillir les nouvelles familles, eh bien on ne peut pas échapper à une mise à plat de tout le système des finances publiques, pas des finances locales, des finances publiques, parce qu'il faudra aboutir à un partage des ressources fiscales, enfin des ressources publiques en général, entre l'État d'un côté, sans doute les organisations de sécurité sociale et les collectivités locales. On est à la croisée des chemins de ce point de vue. Là, on bricole, on met des rustines, etc. On est aujourd'hui à la croisée des chemins et peut-être que l'enseignement de cette crise, c'est aussi d'avoir mis en lumière donc cette fragilité à venir de nos collectivités locales dont, chacun le sait, les Français ont besoin de manière importante pour leur vie quotidienne, pour leur éducation, pour leur épanouissement et pour leur qualité de vie. Donc voilà, donc c'est plutôt un message d'appel à une réflexion collective. Bon, si j'étais optimiste, je dirais très optimiste, je dirais que ça sera l'objet évidemment de la prochaine élection présidentielle. Bah, je suis un peu optimiste, mais bon, pas au point de penser que ça va dominer les débats, hein, parti comme c'est. Mais enfin, en tout cas, c'est un sujet qui ne pourra pas être évité dès le début du prochain quinquennat. Antoine. Voilà, ben, je vais également rajouter quelques mots, quoique André Laniel et Philippe Laurent aient été très, très complets. Simplement, je crois que le message à retenir, c'est que on a vu au comité des finances locales ou ailleurs un discours très positif tenu par le gouvernement, par l'exécutif sur les finances publiques locales en substance. Ça va bien, voilà, etc., etc. Vous voyez, mais on l'a dit, on l'a démontré, ça ne correspond pas à la réalité. Évidemment, et ça a été dit aussi, ça pourrait être pire. Mais ce qu'il est important de noter, c'est que les différents paramètres de gestion, effectivement, ne sont pas au niveau auquel ils devraient être en début de mandat. Hein. On l'a dit pour les recettes, on l'a dit pour le niveau des dépenses, on l'a dit pour l'investissement. Donc ça, c'est le principal message. Il aurait tort de croire que la situation financière des collectivités est florissante et que donc, dans la réflexion politique que pourraient avoir les uns et les autres, il y aurait matière à prélever
des moyens sur les collectivités pour demain redresser les finances du pays. J'ajoute également d'ailleurs que la part des dépenses des collectivités dans notre pays est très inférieure à celle que l'on trouve dans toutes les démocraties européennes qui nous entourent et qui sont en général fédérales. Donc voilà. D'ailleurs, puisqu'on parle de participation au redressement des finances de la France, la position de l'AMF n'a jamais été de dire non, mais de dire que les contributions doivent être proportionnées à la part de chacun dans les déficits publics. Voilà, donc ça c'est important de le rappeler. Quelques points plus techniques sur lesquels on reviendra, mais on est en préparation du projet de loi de finances 2022, et donc nous faisons au niveau de l'AMF beaucoup d'auditions au Sénat, à l'Assemblée, avec les parlementaires qui suivent ces questions, qui effectivement votent les dispositions qui nous concernent, Philippe l'a rappelé. On a quand même relevé un certain nombre de points, puisqu'on parle de l'investissement. Alors il a chuté, mais vous savez, les fameuses dotations d'investissement, la DETR et la DSIL, nous avons démontré dans les études que l'exécution de ces dépenses est, on y reviendra peut-être, très, très faible. Pour la DSIL, dotation d'investissement qui avait été remontée au niveau, on est à 14% d'exécution. Pour la DETR, à 60%. Ça veut dire qu'entre les engagements, c'est-à-dire les promesses, et les crédits de paiement, c'est-à-dire l'argent frais, il y a un décalage qui pose problème. Nous avons également constaté quand même, et ça a été dit par André, qu'au niveau du plan de relance, beaucoup de secteurs de l'économie en ont profité. Nous, non seulement nous n'avons pas été bien traités, mais en plus, la principale mesure qui nous concerne dans le plan de relance, c'est la réforme des impôts dits de production. Sous ce terme, on stigmatise les impôts économiques locaux en disant que ce sont des impôts de production. On a dit que ça serait eux qui seraient responsables du déclin industriel de la France. Si c'était le cas, ça se saurait. Mais surtout, là aussi, il y a une compensation et donc un pilotage de l'État de plus en plus important sur nos recettes. Donc non seulement les collectivités n'ont pas été bien traitées, mais en plus, le plan de relance a mis à mal ce qu'il reste de leur autonomie fiscale. Je voudrais également insister sur d'autres choses, c'est qu'il y a eu des annonces d'argent frais, notamment 300 millions qui ont été annoncés dans un congrès sur les CRTE par le Premier ministre. Et là-dessus, on attend également des clarifications, parce que ces CRTE qui ont été faits un petit peu à la va-vite, ils ne sont pas très clairs à la fois dans la provenance des moyens, dans la façon dont ils sont construits. Donc ça, c'est un sujet qui nous préoccupe aussi. Enfin, Philippe l'a dit, il y a la question de la revalorisation des catégories C. Ce sont plusieurs centaines de millions d'euros qui sont en jeu. Nous avons examiné ça également au Conseil national d'évaluation des normes récemment. Tout le monde est d'accord sur le point de reconnaître que les traitements dans la fonction publique sont trop faibles en catégorie C. Mais c'est vrai que là aussi, mais ça nous interroge, puisque nous vivons dans le dernier grand pays centralisé d'Europe. Comment peut-on décider au niveau de la politique salariale, alors que l'État a essentiellement des agents de catégorie A, sans que nous soyons suffisamment mis dans la boucle, alors que nous sommes les employeurs qui ont le plus d'agents de catégorie C. Donc ça veut dire que lorsqu'on prend des mesures de relèvement des bas salaires, et philosophiquement on est pour, celles et ceux qui doivent en assumer le coût ne sont pas ceux qui décident. C'est un vieux principe français. L'État, très souvent, prend des décisions qui impactent ses partenaires, en l'occurrence les collectivités territoriales, ou qui reviennent sur la fiscalité de ses partenaires. Ce n'est pas rare et cette tendance continue. Alors, je termine par un point quand même qui me tient à cœur, c'est l'affaire du FCTVA. On a vu quand même que le FCTVA était la seule ressource qui avait progressé, mais parce qu'en 2018-2019, en fin de cycle électoral précédent, il y avait eu une dynamique de l'investissement qui aujourd'hui est un petit peu perdue. Mais là, on continue quand même à se poser des questions, puisque dans le cadre de l'automatisation du FCTVA, on a laissé de côté des dépenses importantes dans l'assiette du FCTVA, notamment tout ce qui concerne l'aménagement. Et là, c'est ce que j'appelle les injonctions contradictoires. D'un côté, on nous dit qu'il faut faire des aménagements, il faut relancer, il faut développer l'économie. Et de l'autre côté, on retire ce type de dépenses de l'assiette du FCTVA. Donc ça ne va pas du tout. On considère d'ailleurs pour notre part que plutôt que de faire des usines à gaz très compliquées sur les dotations d'investissement qui ne sont pas suivies de crédit de paiement, si on veut vraiment relancer l'investissement local, il y a deux choses assez simples à faire. Unifier le régime du FCTVA, d'une part, et d'autre part, rehausser le niveau de la DGF. Parce que nous sommes quand même dans une logique de recentralisation qui nous éloigne de l'esprit des années 80, à partir du rapport Guichard, 79, 80, 80 de décentralisation, on l'a dit, on va faire des dotations globales, on va faire confiance à l'intelligence locale. Si on a des dotations de fonctionnement, on dégage de l'épargne et on investit. Et aujourd'hui, de plus en plus, on est dans une logique de la dotation ciblée, de l'appel à projet, et puis on voit bien d'ailleurs que ça ne suit pas. Donc voilà, j'ai élargi un petit peu le sujet. Mais je crois que cette conférence de presse est très importante et très éclairante parce qu'il est important d'aller à l'encontre
des idées que certains essaient d'instiller. Il est vrai que nous sommes dans une période sensible où il faut que les choses soient vues positivement par les uns et les autres. Nous nous comprenons. Voilà, merci. À vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes, mesdames, messieurs les élus, chers collègues de la Banque Postale. D'abord, un grand remerciement à l'AMF pour ce partenariat de longue durée que je dirais aujourd'hui que le groupe Caisse des dépôts entretient avec l'AMF, avec mes collègues de la Banque Postale et avec la Banque des Territoires. Donc, merci à vous. C'est important ce moment que l'on partage aujourd'hui parce que c'est un moment pour partager un regard sur des analyses qui sont des analyses qui reposent sur des chiffres et comme vous dites, les chiffres sont têtus et donc c'est un regard le plus objectif possible. C'est un travail utile. Alors on pourrait se dire 2020 c'est passé, passons à autre chose. En fait, pas du tout. C'est un travail utile parce que c'est un travail qui nous permet de nous projeter et donc d'identifier la manière dont on peut accompagner les projets des collectivités locales. Et vous savez, c'est évidemment le cœur de métier, notamment de la Banque des Territoires, et je laisserai la Banque Postale s'exprimer ensuite. Alors, je vais parvenir sur ce que dit l'étude parce que vous l'avez beaucoup mieux fait que moi. Incontestablement, l'année 2020 n'est pas la crise de 2008. Ça, c'est une évidence. On a utilisé le mot à plusieurs reprises d'inédit. Ce n'est pas une crise de liquidité. Et en fait, la vraie question qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est est-ce que c'est durable ? C'est d'ailleurs les questions qui ont été évoquées en fin d'étude et c'est ce que vous avez vous-même évoqué. Est-ce que c'est durable avec un risque d'augmentation des dépenses ? Monsieur Laurent l'a dit, une augmentation des prix de l'énergie, de l'inflation et puis des incertitudes sur les recettes, vous l'avez évoqué. Alors moi, je vais essayer de prendre le verre un peu à moitié plein. Allez, c'est mon côté optimiste. Il en faut un peu. Il semble quand même que l'année 2021 soit marquée par une amélioration. Et ça a été dit dans l'étude, d'ailleurs, dans les perspectives. On a fait un échantillonnage de situation des BP, des collectivités, des communes et des intercos cet été, une étude flash qui montre qu'on retrouve des tendances normales du cycle électoral. Alors, ceci est à confirmer, puisqu'on n'a pas tous les chiffres de l'année 2021. Donc, je prends évidemment des éléments avec réserve, mais on a une tendance plutôt, on va dire, plus positive. Et là, je voudrais dire quelque chose qui va être un peu complémentaire par rapport à ce qui a été dit, mais surtout sur les sujets à enjeu. Pourquoi c'est si important ce qu'on se dit aujourd'hui et pourquoi cette analyse est si importante ? Parce qu'on est à un moment où le mandat qui s'ouvre est celui de décisions importantes attendues, déterminantes, impératives, je dirais même, sur deux sujets majeurs, qui est l'atténuation du changement climatique et l'importance des décisions qui vont être prises sur l'adaptation au changement climatique. Si on prend le rapport du GIEC d'août dernier, si on prend les conclusions de la COP15 sur la biodiversité, si on prend les conclusions de la COP26 sur le climat, toutes nous amènent à dire que les décideurs locaux les décisions des décideurs locaux vont être déterminantes. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va attendre les élus locaux, les élus, mesdames, messieurs les élus que vous êtes, sur des décisions sur la rénovation thermique des bâtiments, sur la transformation des espaces publics pour réduire les îlots de chaleur, sur la gestion de l'érosion des villes côtières, sur la gestion de l'eau, sur l'optimisation des espaces déjà urbanisés. Vous voyez les enjeux qui sont devant nous et qui vont être portés pour grande partie par les élus locaux. Ce seront des dépenses qui sont certes vertueuses, mais ce seront des dépenses. Et donc nous, Banque des Territoires, ce qu'on souhaite dans ce constat-là et dans cette ambition, c'est être un partenaire de la durée, sur la durée. Alors on injecte des fonds propres dans les territoires avec un plan de relance qui est très important, 22 milliards. On a déjà injecté 10 milliards dans les territoires, c'était au service des territoires et notamment des communes et des intercommunalités. Moi, ce que je voudrais pouvoir faire pour accompagner les collectivités locales, c'est finalement identifier les investissements qui sont créateurs de valeur. Alors moi, j'en distingue 4 types. Le premier, c'est les investissements qui sont générateurs de moindres coûts.
Je pense par exemple à la rénovation énergétique des bâtiments, moins de dépenses. Ce sont les investissements qui sont protecteurs de la ressource. Je pense à l'eau, évidemment, dépenses dans l'eau. Les investissements qui sont vecteurs de production de valeur, je pense à toutes les énergies renouvelables qui produisent donc de la valeur pour les territoires et pour les communes et intercommunalités, et les investissements qui répondent à de nouveaux usages, vous les avez évoqués tous les deux, c'est tout ce qui touche autour du virage domiciliaire. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à la lumière de cette étude, et celle qui sera sans doute complétée par mes collègues de la Banque Postale, la Banque des Territoires veut vous accompagner, vous propose de vous accompagner, mesdames, messieurs les élus, pour essayer de trouver les marges de manœuvre sur les investissements dans ces 4 catégories. Merci. Merci beaucoup. Merci Gisèle de ces explications. Et nous savons évidemment toutes et tous la qualité du partenariat qui existe sur tous les territoires de France avec la Banque des Territoires. Et nous vous en remercions. Alors maintenant, on a une deuxième série de présentations, notamment avec Luc Alain Verviche. Et puis, vous restez là, vous faites... Ouais, d'accord, voilà. Et nous accueillons donc Célia Doublé. Donc, Luc Alain, tu as donc la parole. Et moi, je vais aussi devoir vous laisser quelques instants pour aller quand même jeter un petit coup d'œil sur le débat là-bas. Et de toute façon, on se retrouve après pour le déjeuner, juste après. Hein. On a un déjeuner, je ne sais pas où il est d'ailleurs, le déjeuner. Il est là, à côté? Oui. Juste à côté, en bas? En bas, oui, il est en bas. Bon, enfin, vous ne vous perdrez pas parce qu'il y a Nathalie, etc. Et puis moi, je vais rester avec vous. Je vais rester avec vous. Oui, tu restes. Merci, tu restes. Hein, je reste fidèlement. À tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure, Philippe. Bien, ben écoute, à toi. Merci beaucoup. Bon, les deux présentations la présentation que je vais faire des 2 documents que nous publions traditionnellement s'inscrit évidemment pleinement dans la suite de ce que vous avez entendu. Elle est traditionnelle puisque nous publions cette année la 16e édition de l'indice des prix, ce qu'on appelle classiquement le panier du maire, et puis également notre publication Territoires et Finances qui en fait prolonge d'un certain point de vue l'étude réalisée par la Banque des Territoires avec l'Association des maires de France sous forme d'une présentation des ratios par grande catégorie de communes. Alors, compte tenu du temps qui s'écoule, je ne vais pas être très long et naturellement, je ne commenterai pas tout, mais simplement certains points qui nous paraissent significatifs. Premier point, c'est toujours rappeler, mais ça a été dit très clairement, la diversité des communes en France. Vous avez sur ce graphique un peu synthétiquement à la fois la part représentée par la population, donc de chacune des 7 strates qui sont étudiées. Vous voyez notamment en bleu foncé, ce sont les communes les plus petites, celles qui ont moins de 500 habitants, qui représentent, c'est la courbe intérieure, à peine 6% de la population. Et puis sur les 2 courbes qui l'entourent, vous avez à la fois les recettes de fonctionnement et les dépenses d'équipement. Et donc, ce qu'on voit, si vous voulez, de cette courbe, c'est très clairement qu'en réalité, et par rapport à la crise, c'est important, qu'évidemment, en fonction du poids relatif des recettes par habitant dans chaque catégorie de communes, les effets de la crise n'ont pas du tout été les mêmes. Mais en même temps que quelque part, puisque classiquement, les petites communes dépensent plus par habitant sur leurs investissements, elles ont aussi été dans une situation plus délicate à traiter en matière de stratégie d'investissement en 2020. Effet de la crise indiscutable dans les chiffres sur 2 éléments significatifs. D'abord, vous le voyez, l'évolution des types de charges à caractère général, où on voit très clairement la progression forte, par exemple des frais de nettoyage liés à toutes les mesures de protection sanitaire, et également les achats, alors qui sont regroupés, les achats de fournitures et de petits équipements, qui traduisent tout simplement la forte augmentation des dépenses en matière naturellement de produits d'hygiène, de produits de protection sanitaire, de coûts d'entretien particuliers ou d'installations particulières, alors que effet de la crise, évidemment, d'autres types de dépenses ont fortement baissé. On pourrait penser, par exemple, et c'est ce qui est indiqué ici, à toutes les dépenses de communication et aussi, évidemment, aux achats d'études et de prestations de services, puisqu'un certain nombre, tout simplement, d'opérations n'ont pas pu avoir lieu. Et sur la droite, vous avez une analyse de la baisse des produits
liées à la tarification des services. Bon, il a été évoqué, c'est tout à fait vrai, que l'État n'a pas pris en compte ces baisses dans le calcul de ce qu'on a appelé la clause de sauvegarde. Pour autant, vous le voyez, les baisses sont extrêmement significatives dans des domaines qui sont particuliers comme la culture ou les activités sportives et de loisirs, mais aussi sur les services périscolaires, cela correspondant évidemment d'une part à la première période de confinement et à la fermeture, en fait, vous le savez, des équipements publics, et même au cours du deuxième semestre, à la réouverture progressive d'un certain nombre d'équipements publics, mais dans des conditions de jauge qui font que leur fréquentation n'a pas atteint les niveaux habituels. Donc ça, c'est tout à fait marqué, et effectivement, c'est un élément qui est dans tout ce qui a été présenté dans la première étude, particulièrement pertinent pour expliquer notamment la diminution des recettes. Sur l'investissement, il a été dit tout à l'heure qu'il y avait effectivement une baisse assez significative. Alors, on peut effectivement discuter sur le poids relatif d'une première année de mandat ou d'une année électorale, sur les éléments de la Covid-19 elle-même qui ont décalé, vous le savez, le calendrier électoral, et puis sur l'impact global en termes de stratégie de financement de la capacité d'investir. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer quand même des comportements assez différents là aussi. Si vous prenez par exemple les communes les plus petites, vous remarquerez qu'elles ont bénéficié, et c'est assez traditionnel, d'un soutien quand même assez marqué au niveau des recettes d'investissement, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, un décalage du FCTVA, mais aussi notamment fin d'opération et donc financement de fin d'opération par les départements et les régions, mais surtout que toutes les catégories de communes, sauf les plus grosses, ont systématiquement fait appel à ce qu'on pourrait appeler du surfinancement, puisque par rapport à la verticale qui montre le niveau des dépenses d'investissement, la totalité des recettes d'investissement est systématiquement supérieure. En fait, ça traduit quoi? Ça traduit la constitution de ce que nous avons qualifié, nous, de trésorerie de précaution. Et c'est effectivement la première année qu'on constate ce phénomène. On a classiquement un mouvement, je dirais, sinusoïdal de la trésorerie des communes. Elle elle se constitue en début de mandat et elle s'absorbe en fin de mandat. Eh bien, c'est la première fois en fait qu'on n'a pas de baisse de la trésorerie en fin de mandat en 2019 et on a au contraire une très forte constitution de la trésorerie, je répète, pour des raisons vraisemblablement marquées ou qui est des raisons qui portent sur l'incertitude des collectivités communales. Alors, par rapport à ces incertitudes, une qui a été évoquée tout à l'heure, notamment par Philippe Laurent, c'est la dépendance à des financements extérieurs tels que ceux des départements. Les départements, c'est un quart des recettes d'investissement des communes. Et clairement, par rapport à l'interrogation qui pèse aujourd'hui sur la capacité départementale à assurer leur équilibre budgétaire dans les années à venir, on comprend que ça puisse être une interrogation. En revanche, ce que les chiffres montrent aussi, c'est une progression relative mais minime du poids des subventions versées par l'État, notamment, vous le voyez, sur la DETR et la DSIL, avec, derrière l'observation des chiffres, le constat que tu as fait tout à l'heure, à savoir que c'est une progression finalement beaucoup moins importante que celle qui a été annoncée par l'État. On pourrait observer, et c'est un peu le rôle de l'observateur que nous essayons d'avoir, que sur des dotations comme celle-là, la technique des autorisations d'engagement aboutit à ce qu'on verra vraisemblablement la consommation des crédits de paiement en 2021, voire 22, voire 23, mais il reste quand même derrière ça un élément d'incertitude quant à la sécurité des opérations. Alors, autre élément classique de notre présentation, c'est dans le cadre du partenariat que nous avons avec l'Association des maires de France, le fameux panier du maire. Et le panier du maire 2021, pour la première fois, rompt avec les éditions précédentes, dans la mesure où c'est la première fois que l'indice des prix calculé donc sur la consommation communale augmente sensiblement plus que l'indice des prix à la consommation classique.
et ceci pour un certain nombre de raisons que je vais essayer de vous détailler et qui sont naturellement très clairement détaillées dans le document. Vous le voyez, jusqu'en 2020, au milieu des années 2020, on a finalement un rythme qui est finalement assez proche. Et sur l'année 2020-2021, on a une accélération assez forte du rythme de l'indice des prix des dépenses communales. Non pas tant comme on pouvait le penser, parce que la structure des dépenses a changé, parce que même si effectivement la Covid a impacté un certain nombre de dépenses, finalement, dans la logique même de fonctionnement de l'action communale, ça ne joue que de façon marginale, parce qu'on sait très bien que l'essentiel de la dépense communale, ça reste de la dépense de personnel, et que par voie de conséquence, eh bien, ce qui a été évoqué tout à l'heure, pour l'avenir, c'est-à-dire les augmentations potentielles de la masse salariale, mais aussi jusqu'à présent, les effets, par exemple, du blocage de l'indice de la fonction publique ont plutôt joué positivement. Ce qui est problématique, c'est la reprise de l'inflation sur un certain nombre de domaines caractéristiques. On a évoqué le prix de l'énergie, on pourrait évoquer aussi naturellement le prix dans le bâtiment et les travaux publics, qui sont des phénomènes de nature effectivement à faire peser une incertitude. Vous savez que sur l'inflation, les écoles sont assez partagées sur le fait de savoir si elle est conjoncturelle et si finalement le rythme se calmera une fois que la reprise sera partie. La preuve en est que les banques centrales aujourd'hui hésitent très clairement quant à leur stratégie en la matière. Mais en tout cas, et ceci est arrêté fin juin, c'est-à-dire que nous savons en fait que sur les mois de la fin de l'année 2021 et potentiellement sur les premiers mois de l'année 2022, on continuera à avoir ce phénomène qui n'est plus compensé, par voie de conséquence, par les éléments positifs des années précédentes, la quasi-stabilisation finalement de l'indice des prix propres au personnel, si je puis dire, et puis aussi la diminution très forte des frais financiers qui, même si elle se poursuit, va finir un jour par atténuer ses effets dans la mesure où on arrive aujourd'hui à avoir un stock de dette qui est relativement récent pour finalement profiter à plein de ce qu'a été le niveau des frais financiers, ou plutôt des taux d'intérêt, depuis 4 ou 5 ans. Alors, je passe très rapidement sur la diversité des indices. Vous savez que depuis 4 ans, nous publions des indices par strate. On montre bien ici la différence des situations entre les plus petites communes et les plus grandes. Les plus grandes bénéficiant davantage encore jusqu'à cette année de la relative stabilité de l'indice personnel, alors que les plus petites, qui ont moins de masse salariale, en bénéficient moins et souffrent davantage des autres effets. Mais je voudrais surtout terminer par un dernier élément d'incertitude qui explique, si vous voulez, pourquoi Philippe Laurent nous regardait tout à l'heure dans la note de conjoncture. L'avant-propos a été publié sous le titre, en fait, je vais trop vite là, sous le titre « Reculer pour mieux sauter », mais avec un point d'interrogation. Et parmi les éléments du point d'interrogation, il y a celui de la reprise de l'investissement. C'est un élément qui a été évoqué depuis tout à l'heure, et notamment par la Banque des Territoires et par l'Association des maires de France. Nous, ce que nous voyons aujourd'hui, vous voyez, c'est un verre qui se remplit un peu, effectivement, en euros courants, pour atteindre finalement le niveau d'il y a 10 ans. Alors vous me direz, c'est pas si fabuleux que ça, mais quelque part, ça reste quand même un élément qu'on pourrait considérer comme positif. À ceci près que si on intègre l'inflation, c'est-à-dire si on déflate la courbe du prix de l'investissement, eh bien on constate en fait qu'en 2021, on ne serait pas au niveau de 2010, mais qu'on serait plutôt à 2 milliards d'euros en moins, c'est-à-dire à peu près 10%. Et si on tient compte en outre de la croissance démographique, on obtient une troisième courbe qui est encore plus significative et qui montre bien tout l'enjeu en fait du financement des investissements du bloc communal dans les années à venir pour répondre notamment aux objectifs qui ont été cités par les intervenants précédents. Question posée, est-ce qu'il faut continuer à cibler les investissements sur les priorités nationales ou est-ce qu'il faut effectivement rendre de la liberté d'usage aux collectivités communales? C'est une question qui trouvera peut-être effectivement des solutions, pas dans le PLF 2022, mais dans le PLF 2023. Je vous remercie de votre attention. Merci Luc Alain. Alors voilà, on peut le remercier chaleureusement bien sûr. Cette présentation complète parfaitement la
précédente. Et avant d'en venir à la partie d'échange de questions et de réponses, je vous donne la parole. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais continuer, et merci à l'AMF pour nous permettre de partager donc, nos analyses. Et je voulais continuer en fait à partager finalement les constats que nous faisons à la Banque Postale, notamment sur cette année 2021, puisque nous avons analysé évidemment les comptes 2020 des communes qui viennent nous consulter pour un emprunt, pour financer leurs investissements. Et c'est vrai, comme il avait été dit, le verre est à moitié et reste bien sûr encore à moitié plein, puisque finalement notre politique d'octroi de crédit, elle n'a pas changé. C'est-à-dire que notre taux d'acceptation, et je le redis, c'est quand même important de le faire savoir, n'a pas diminué. Et puis notre cartographie aussi d'exposition, c'est-à-dire que c'est toujours un prêt sur 2 de la Banque Postale qui est octroyé à une commune de moins de 5000 habitants. Donc nous n'avons pas modifié en fait du tout notre politique d'octroi, d'autant plus que en plus nos règles, vous savez que le regard du banquier, alors peut-être un peu contrairement, un peu différemment du regard de l'élu qui est fixé vers l'avenir, nous obligeons à regarder les comptes passés et qui nous permettent aussi de conforter notre analyse et notre confiance en la capacité de vous, chers élus, en fait à redresser évidemment les finances de votre commune. Pour autant, nous sommes dans une situation de vigilance, puisque nous aussi nous devons nous projeter et avoir une conviction en fait sur la prospective financière budgétaire des communes. Et cet exercice de projection, qui appelle évidemment une certaine vigilance, pour nous, il nous pousse aussi à nous adapter. Et alors c'est vrai, tu le disais Luc Alain, est-ce que la logique en fait finalement de raisonner par projet, nous on la pousse quand même depuis maintenant 2 ans parce qu'elle nous permet d'avoir une meilleure connaissance. Plus on connaîtra en fait vos projets, plus on sera évidemment conforté dans notre capacité à vous accompagner de manière durable, tout comme le disait tout à l'heure Gisèle Rossamigno de la Banque des Territoires. Et donc cette meilleure approche qui est finalement de dire certes, bon, le banquier va financer un emprunt d'équilibre d'un budget, eh bien, il se déporte de plus en plus vers une connaissance plus fine des projets que vous allez mener, des projets d'investissement, des politiques publiques. Eh bien, c'est aussi l'approche, Luc Alain vient de le dire, du plan de relance, qui est tout sauf un guichet universel, mais qui est fléché vers des politiques publiques bien précises et qui rendent éligibles des projets d'investissement. Et ça nous oblige, nous, à nous adapter. Alors, d'une part, vous voyez, en ce moment, nous réfléchissons à savoir si nous pourrions vous aider, vous les élus, à optimiser votre plan de financement par une meilleure en fait, recherche de subventions, de financement externe. Ce qui nous conforterait nous aussi dans l'analyse de votre plan de financement. Nous avons aussi, et nous devons aussi de nous adapter, puisque finalement vous êtes de plus en plus de maires aussi à nous poser la question, voilà, j'ai un projet de création de pistes cyclables, de refonte de mon système de distribution d'eau. Qu'est-ce que vous aussi vous faites en tant qu'acteur économique? Est-ce que vous êtes un partenaire qui est finalement assez proche de nos enjeux? Et c'est vrai que, aussi bien la Banque des Territoires que la Banque Postale, on est non seulement engagés, mais nous agissons aussi à notre humble échelle, en tant qu'acteur économique, pour évidemment réduire notre empreinte carbone. D'ailleurs, la Banque Postale achète par exemple 100% de son électricité auprès de fournisseurs verts. Donc il y a quand même une tentative de convergence d'intérêts pour qu'on puisse mieux aussi appréhender en fait l'impact de vos politiques publiques. Et puis on a aussi bien évidemment adapté notre offre, puisque c'est maintenant près de 400 collectivités en fait qui ont souscrit ce qu'on appelle nous un prêt vert, un prêt d'utilité environnementale, qui est demandé en fait par les élus pour mettre de la cohérence dans le fait qu'ils vont réaliser des investissements qui sont avec un impact positif sur l'environnement et qui permettent du coup d'avoir une communication aussi plus globale, plus cohérente, et qui englobe aussi le recours à la dette. Donc on voit bien que cette approche qui est de plus en plus fine, elle est indispensable pour nous, pour conforter notre engagement sur le long terme. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors voilà, nous sommes arrivés au terme de ces présentations. Alors il est 12h05, on va peut-être commencer l'échange ici, et puis d'ici 12h15, on descendra dans la salle du déjeuner, on continuera les échanges, parce que nous avons tous une après-midi très chargée avec les parties statutaires qui démarrent assez tôt. Donc peut-être une ou deux questions ici et puis on continue en bas. Ou d'ailleurs, bien sûr, Philippe Laurent et André Laniel nous rejoindront. Voilà, qui veut y aller? Puis je réponds, ou bien sûr la Banque Postale ou la Banque des Territoires.
Voilà. On y va. Bonjour, Carole Ferry, Europe 1. Je suis désolée, j'ai raté le début. Donc vous en avez peut-être parlé. Approchez votre micro. Donc vous en avez peut-être parlé. J'aurais bien aimé qu'on reprendre un petit peu les chiffres parce que quand je suis arrivée, donc André Léniel a donné les 5,1 milliards en 2020, compensés à 440 millions par l'État. Est-ce qu'on a eu des chiffres pour 2021? Et en même temps, là, il y a les dépenses, mais il n'y a pas toutes les économies qui ont été faites en parallèle. Donc je voulais savoir, parce que là, c'est vrai que j'entends aussi beaucoup finalement le verre à moitié plein, ce qui est très bien, hein, mais on a du mal du coup à évaluer vraiment l'ampleur des dégâts, entre guillemets, de cette absence de compensation de l'État. Non, mais je confirme les chiffres qui ont été donnés par André Léniel. Hein. En réalité, si vous voulez, sur les pertes de recettes tarifaires, hormis les masques, et encore, ceux qui n'avaient pas acheté des masques au moment où le président de la République a pris la décision. Ceux qui, comme chez moi à Mulhouse, avaient été rapides et diligents, n'ont pas été forcément remboursés. Il n'y a eu finalement peu ou pas de compensation. Et puis, pour le reste, donc effectivement, il y a eu différentes lois de finances. Dans un premier temps, si je me souviens bien, il y avait une compensation autour de 750 millions, et puis ça a baissé, ça a baissé. Les critères ont été tellement restrictifs qu'in fine, on peut effectivement comparer le chiffre donné par André Léniel, hein, donc plus de 5 milliards, avec les 400 millions de compensation. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ça a quand même des conséquences. Vous le voyez, il n'est pas interdit de penser qu'il y a un lien entre ça, et puis malgré tout, la baisse de l'investissement, qui est aussi liée au contexte. Mais il y a eu, tout à l'heure, ça a été dit dans le document, un effet de ciseaux. Alors, les économies de constatation. C'était à l'époque M. Darmanin qui était ministre du Budget encore. Il a parlé des économies de constatation, elles ont été quand même assez faibles. Premier point, nous sommes dans le secteur public. Alors évidemment, dans le privé, il y a eu la prise en charge par l'État des salaires sous forme du chômage donc, qui a été, oui, partiel, qui a été pris. Oui, nous, ça n'existe pas. Donc pour l'ensemble des services publics, nous n'avons eu aucune mesure de compensation et nous avons continué à payer, et c'est bien normal, nos agents. Donc ça, c'est un premier point qu'il convient de relever. Donc, si vous voulez, alors ça dépend des budgets communaux. J'ai observé pour le mien, à Wittenheim, mais pour plein d'autres, un impact quand même de 3, 4, 5% sur les recettes de fonctionnement. C'est considérable parce qu'on a quand même une forte rigidité de nos dépenses. Hein. Je veux dire, d'abord, on a 50% de dépenses de RH. Donc là-dessus, on avait les dépenses, mais pas les recettes. Et voilà, quoi. Donc, je vous confirme. Alors, ce qui est important à retenir, ce qu'on a dit au début, c'est qu'il se propage, la période y est propice, une espèce de discours de l'exécutif, et j'ai vu ça au comité des finances locales, disant ça va vraiment bien, ça va pas mal, etc. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'effectivement, il est évident, et les indicateurs le montrent, que tant au niveau du fait que les dépenses finalement augmentent peu, les recettes de fonctionnement baissent légèrement, l'autofinancement lui-même est en baisse, l'investissement est en baisse, et nous avons pour la première année depuis longtemps un besoin de financement. Donc les paramètres sont plutôt préoccupants. Et donc nous tenons lors de cette conférence de presse, et c'est le principal message, je dirais, à ne pas valider ce discours un petit peu de rêve, qui est un discours un peu politique, mais qui ne résiste pas aux chiffres qui montrent très clairement que les collectivités ont été fortement impactées. J'ajoute, et je m'arrête là, le plan de relance, il a été pour tout le monde, mais pas pour les collectivités. La principale mesure qui figurait, c'était le fait que les impôts dits de production soient baissés et compensés par l'État, d'où un pilotage de nos recettes de plus en plus par l'État et non par nous-mêmes, et une mise à mal de l'autonomie fiscale et financière. Et puis sur les dotations d'investissement, je le disais, un décalage important, et ça a été redit par Pierre, entre les autorisations d'engagement et les crédits de paiement. Donc voilà, donc vous voyez, il y a quand même, il ne s'agit pas non plus, la situation n'est pas catastrophique, on n'a pas dit ça. Mais en tout cas, et il serait faux de croire que vraiment nous serions dans une situation florissante. Et puis, ce n'est pas terminé. On parlait des impôts économiques ou de ce qu'il en reste. Il y a des effets, si vous voulez, de trésorerie qui font que les pertes de recettes importantes sont encore devant nous, notamment pour les intercommunalités. J'ajoute d'ailleurs, je suis aussi vice-président de l'Union d'agglomération, celle de Mulhouse, que comme la fiscalité des intercos est plus liée au cycle économique, c'est vrai que les intercos ont souvent encore plus souffert que les communes. Hein. Ça, il faut le noter également. Hein. C'est une réalité. Voilà ce que je voulais ajouter. Je vous remercie de nous avoir rejoints. 2021, on a les chiffres ? Comment ?
pour 2021, on a des chiffres? Non. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, enfin, on a Pierre Alain, on a déjà sur... Luc Alain, pardon, oula. C'est Pierre Alain, c'est peut-être quelques chiffres sur les chiffres? Sur 2021, sur les intercos, on a une baisse de la CVAE. Sur les compensations 2021, les compensations 2021, pour l'instant, elles ne sont pas connues puisque, par définition, même si le dispositif a été reconduit, on n'a pas la vision des choses en pratique. Vous savez que c'est un paquet de recettes rapportées aux 3 années précédentes et donc il y a de toute façon une progression d'un certain nombre de recettes. On aura les chiffres vraisemblablement en fin d'année avec classiquement, et c'est ce qui s'est passé aussi cette année, avec le recalage définitif au printemps 2022. Ce qu'on sait en revanche sur les communautés, puisque Antoine en parle, c'est effectivement une légère baisse de la CVAE en 2021, donc ça c'est pas négligeable, de l'ordre de 2%. On s'attend à une nouvelle baisse en 2022, alors elle serait aux alentours de 5% d'après les chiffres communiqués par le ministre des Comptes publics. Et puis, en contrepartie, il y a un phénomène qu'on a effectivement observé, qui est peut-être aussi un phénomène de précaution, c'est l'usage du levier fiscal par les intercommunalités en 2021, alors de façon très, très diverse. Ce n'est pas systématique, ce n'est pas général, mais dans certains cas, on voit que les intercommunalités ont préféré, là aussi, réagir par rapport à une situation qu'elles considéraient comme fragilisée. Oui. Alors, voilà. Bonjour, peut-être Roger, Le Monde. J'ai entendu que l'AMF, elle, ne tenait pas du discours politique. Donc. Je suis très prudent en ce moment. Jusqu'à demain soir au moins. C'est normal, non? On est un peu dans l'œil du cyclone. Et en plus, comme Philippe et moi, on n'est pas sur la même. Il convenait d'être extrêmement prudent. Non. Je rejoins la conclusion de Philippe Laurent tout à l'heure, qui disait que dans tout état de cause, une remise à plat de la fiscalité locale sera inévitable au début du prochain quinquennat, compte tenu de la suppression de l'ATH, de tout ce qu'elle a entraîné. Et puis pas seulement ça, c'est l'évolution de la fiscalité locale au fil des années. Ça, c'est inévitable. En revanche, je ne suis pas sûr de partager l'ensemble de vos propos. Je pense, ça a été abordé un petit peu, quelques perspectives pour 2021. Et il me semble, si je me réfère au baromètre des finances locales qui a été publié par Jean-René Cazeneuve récemment, 2021, les collectivités et les communes et les intercos retrouvent une capacité d'autofinancement du niveau de celle de 2019. Donc, il y a quand même eu en 2020 une situation exceptionnelle qui a pesé effectivement sur le niveau de l'investissement, mais parce qu'aussi une grande partie des investissements a été bloquée par la force des choses, par la crise, etc. Aujourd'hui, en 2021, l'investissement enregistre un rebond quand même assez significatif, de l'ordre, je pense, évidemment, on n'a pas encore les chiffres exacts, mais quand même, les premières données laissent envisager un rebond compris, de l'ordre de 10% pour aller, pour arrondir, quoi, mais c'est à peu près ça. Donc, la situation, je veux dire, c'est pas un discours politique que de dire que la dégradation de la situation en 2021 n'a pas été aussi pire que ceux qui avaient été annoncés, notamment par les associations d'élus, par l'AMF, et deux, le redressement des finances locales en 2021 est quand même non négligeable, quoi. Donc il y a aujourd'hui une situation qui est en train de se redresser, ce qui ne gomme pas les contraintes et les incertitudes que vous avez relevées sur cette situation en long terme, quoi. Oui, je dis juste un mot, peut-être que nos amis des banques rajouteront également des éléments, mais d'abord le baromètre, Jean-René Cazeneuve est un ami. C'est le président de la délégation
des collectivités territoriales à l'Assemblée nationale. Et donc, puisque vous parlez de politique, lui aussi, il lui arrive d'en faire. Et j'allais dire, et c'est pas étonnant, parfois de partager cette vision très optimiste des choses, qui n'est pas sans lien avec la période dans laquelle nous sommes. Je dis les choses pudiquement, mais donc nous avons des débats, nous ne sommes pas toujours d'accord avec Jean-René. Il y a souvent, au comité des finances locales et ailleurs, des débats amicaux, certes, mais vifs, et nous avons une appréciation, je crois, qui est différente, moi-même, André Laignel ou d'autres, par rapport à ce qu'il dit. Par contre, je suis assez d'accord. Si vous voulez, il y a deux écueils. Le premier, c'est de dire, et je ne l'ai pas dit, c'est catastrophique et vraiment on a sombré. Ça c'est faux. Mais le second, c'est de dire, ça va vraiment très très bien. Donc en réalité, mais vous ne dites pas autre chose, on est entre les deux. Nous en avons quand même subi, comment dirais-je, des pertes sévères. Il faut quand même dire aussi, ça n'a pas été dit, que les efforts de gestion des collectivités sont aussi une des raisons pour lesquelles ça ne va pas si mal. Hein. Tout le monde a vraiment serré les vis. Tout le monde a fait des efforts de gestion considérables. Alors qu'aujourd'hui, après une baisse de l'investissement de plus de 14%, il y a un rebond, on ne peut que s'en réjouir. Il y a effectivement un effet de décalage parce que les nouvelles équipes qui ont été élues en 2020 n'avaient pas pu non plus commencer à mettre en œuvre, ça c'est vrai aussi, les projets. Il y avait à la fois le choc du Covid, le fait que les entreprises étaient arrêtées, que l'activité économique dans notre pays était quasiment gelée. Voilà, donc tous ces facteurs sont positifs. Pour autant, je reste très prudent. Ce dont on n'est pas certain, c'est que effectivement, la dette d'investissement qui a été consentie pendant un an et demi soit rattrapée. C'est ça le sujet. C'est-à-dire que le recul est tel que ça remonte, mais jusqu'à où? Donc voilà, donc notre discours, c'est un discours de prudence. C'est normal, hein, on est des financiers. Donc on n'oublie jamais de mettre en œuvre le principe de prudence. Voilà ce que je voulais simplement vous répondre. Et peut-être vous voulez rajouter un point, mesdames ? Non, mais je voulais effectivement un petit peu reprendre ce que vous avez dit. C'est vrai que 2021 il est très probable. On le constate même nous. Hein, il y a effectivement dans l'analyse des BP dont parlait Gisèle Rosamignot, dans même les sollicitations en plus grand nombre cette année, c'est vrai de la part des communes qui viennent plus à l'emprunt. Il y a l'effet effectivement de vous retrouver quand même un rythme à peu près normal pour mettre en œuvre en fait vos projets. Il y avait l'effet évidemment des élections l'année dernière. Donc il se peut, et c'est vrai qu'il est très probable que 2021 ressemble ou retrouve le profil financier de 2019. Mais là où on peut se rejoindre, je pense, c'est sur l'avenir. C'est vrai que là, qui peut dire en 2022 comment seront exactement l'impact en fait de cette crise économique qui est loin d'être terminée. Mais ça renforce un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, notre devoir un peu de vigilance. Et en tout cas, oui, nous restons, c'est vrai, pour cette année 2021, confiants. Voilà, alors on va continuer. J'avais dit qu'après les deux premières interventions, nous continuerions en bas. Et comme je suis quelqu'un qui dit, enfin, qui fait ce qu'il dit, et que comme tout bon Alsacien, j'aime bien la ponctualité, je vous propose qu'on descende. On va suivre Nathalie et les équipes pour aller déjeuner. Et on pourra continuer jusqu'à 13h30, je pense à peu près, ces échanges. Et nos amis Philippe Laurent et André Laignel nous rejoindront en bas. À tout de suite.